Bonjour à tous, bonne année de la part de toute l'équipe de cette année-là. Bonne année sur TV Liberté et puis bonne année pour la revue Éléments. Alors on va pas partir, normalement on fait des bonds en arrière dans les années 60, 70, 80. Là on part simplement en 2019 parce qu'il y a déjà 2 ou 3 ans, voilà maintenant, vu qu'on est en 2023 exactement, voici ce numéro qu'on avait sorti, les 36 familles du populisme. C'était un dossier, la mode était au populisme. 2 ans avant, Alain de Benoît sortait le moment populiste. Un peu partout, le populisme était en train de se mettre en place dans certains pays. Et puis c'est en cette année 2023, c'est le grand flop. C'est Donald Trump qui est battu, c'est pareil au Brésil. L'alliance Salvini 5 étoiles n'a pas beaucoup marché. Boris Johnson s'est fait dégager. L'échec de Podemos en Espagne pour le populisme de gauche. Alors, pour m'accompagner et pour savoir si ce moment populisme est vraiment fini, j'ai le plaisir d'avoir François Bousquet. Bonjour François. Bonjour. Rodolphe Carte, notre jeune génération de la revue Éléments. Bonjour Rodolphe. Christophe, toujours, Christophe Maxime, là. Et Olivier François, bonjour. Notre grand présentateur du Plus d'éléments. Donc, mon cher François, j'ai l'impression que cette famille du populisme, les 36 là, il reste plus grand monde dans la famille. Est-ce que c'est la fin de la parenthèse populisme ou est-ce que c'est la fin de la parenthèse des dirigeants populistes ? Oui et non, puisqu'il y a quand même Mélanie, il y a le cas suédois, avec les populistes et les démocrates, ce sont démocrates, qui ont formé une alliance des droites. Il y a Union des droites en Italie, mais de fait, tous les référents de Mélanie, même si elle est plus conservatrice que populiste, elle a fait une campagne très très populiste, où elle avait, je le rappelle, présenté Mélanie en italien, c'est melon, melon au pluriel, des melons parfaitement calibrés, l'avant-veille du vote, c'est pas des blagues, c'est à l'italienne, au niveau de ses seins. Donc la campagne était résolument populiste, même si l'alliance paradoxale entre Salvini et 5 étoiles, donc entre la droite de la droite et une gauche un petit peu façon puzzle, façon éclatée, qui réunissait la piazza et le web, c'était ça, 5 étoiles, a échoué. Moi je pense pas, je pense que c'est le populisme qui fait problème, d'où notre dossier il y a 4 à 5 ans, sur les 36 familles du populisme, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un populisme de gauche, de droite, sud-américain, européen, libéral conservateur, social populiste, nationaliste, populisme arabe, populisme anti-arabe. Donc la conclusion de notre dossier, qui était assez amusant et dont le dossier du numéro qui est en kiosque sur les 36 youtubeurs est un petit clin d'œil à 4 ans de distance, montre que c'est un phénomène. Autant le peuple du populisme est homogène, puisque le populisme repose sur une vision organique, quasiment unanimiste du peuple. C'est le peuple mythique presque qui vote. Autant le phénomène populiste est résolument hétérogène, hétéroclite, part dans tous les sens. Moi, la très grande interrogation sur la question du populisme, est-ce que c'est un style, est-ce que c'est un contenant ou est-ce que c'est un contenu, est-ce que c'est un contenant sans contenu, ce qui est possible. Moi, j'en viens à la pensée suivante sur cette question du populisme, c'est que c'est souvent en effet un phénomène éruptif. Comme tous les volcans, ça a tendance à retomber. Pour autant, je ne pense pas que c'est mort. Le moment populiste ne s'est pas refermé. Marine Le Pen en France, même si elle a échoué au port du pouvoir, montre que ça fonctionne. Et dernier mot, je pense qu'il y a un populisme, il y a un style populiste d'abord, et ce style est national. D'où la formule suivante, c'est qu'en Italie, le populisme, soit c'est les mélonies, les melons, les seins de Mélanie. Le populisme, c'est les boyards en Hongrie, mais la Hongrie donne du contenu, on en reparlera au populisme avec l'illibéralisme, ce qui est le populisme en Pologne. Est-ce qu'il y a un populisme polonais aussi qui est toujours au pouvoir, est en soutane. Vox est en soutane. Le populisme en France avec Marine Le Pen relève du soldat chauvin, un mélange de soldat chauvin et de sans-culotte, révolutionnaire. C'est un social-populisme. Je ne crois pas qu'il soit mort. Je crois qu'il est toujours à l'ordre du jour. Simplement, il faut qu'on lui donne une épaisseur et un contenu. On n'en est pas là. Rodolphe Carte, vous aviez dirigé dans ce numéro qui est actuellement en kiosque, le dernier numéro de 2022 et 2023. Vous avez dirigé ce dossier, les 36 familles youtubeurs.
J'ai presque envie de faire une comparaison avec les familles populistes, parce que dans vos youtubeurs, il y en a beaucoup qui ont été influencés par toute cette période populiste ces dernières années. Exactement. Et on pourrait faire aussi un parallèle avec les 36 familles des populistes. Par exemple, sur la couverture, c'est Étienne Chouard, c'est ça? Et c'est vrai qu'il y a certaines figures des youtubeurs qui sont passées comme des comètes, qui sont tout à fait éteintes. Par exemple, le Raptor dissident qu'on mentionne. Et par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, Étienne Chouard, on n'en entend plus parler. Depuis la fin des Gilets jaunes, exactement. Et il avait fait, il y avait eu un espèce de guet-apens aussi, je me souviens, sur le média où Denis Robert l'avait attaqué en lui posant une question exactement dans une sorte de... Enfin, c'était un guet-apens complètement monté contre le personnage. Et donc, oui, effectivement, à partir de cette période de la montée des populistes, il y a toute une émergence de youtubeurs qui ont commencé à se mettre sur ce créneau, dont principalement la figure centrale, je pense, à Papacito, avec le côté humour très gaulois, même très rabelaisien. Baptiste Marchais, on le voit avec sa série de vidéos Repas de Seigneur, où il invite des figures comme Jean Lassalle, comme Jean-Marie Bigard. Il parle de politique, mais de tout et de rien, autour d'une belle entrecôte et d'un bon vin. Donc effectivement, si François se questionnait sur le style populiste, il est ici, exactement. Donc oui, effectivement. Dans les médias, dans les médias comme CNews. Oui, et puis dans la dimension populiste, il y a un livre assez intéressant sur le populisme de l'Antiquité, avec l'affaire des Gracques et toutes les guerres civiles qui vont égrener le dernier siècle avant notre ère. Donc le populisme a une antériorité. Si on s'intéresse aux Grecs, à la démocratie en grec, c'est la critique en permanence des démagogues. Vous le trouvez chez Démosthène, pas chez Aristote. Aristote est un cas à part. C'est presque le type le plus intéressant, je trouve, en philosophie politique. Chez Platon, chez Aristophane. La démagogie des Grecs, c'est du populisme. Donc c'est un phénomène vraiment au long cours. En réalité, les travaux les plus intéressants sur le populisme montrent qu'il y a une articulation. Dès qu'il y a une amorce, même timide, de démocratie, le populisme émerge. La condition sine qua non, la condition sine qua non de l'émergence du populisme, c'est la naissance de la démocratie. Donc le populisme a 2500 ans. À certains égards, Aristophane est quand même aussi un auteur populiste, puisqu'il s'attaque à Périclès, qui est la figure de l'élite qui veut faire la guerre, alors que lui, il veut faire la paix. Enfin, c'est un pacifiste, il est proche de Céline, à dire à certains égards, Aristophane. J'aimerais rajouter sur le populisme, puisque François notait que c'était un style, parfois éruptif, vous situez le cas polonais et hongrois. Ça me semble intéressant, parce qu'en effet, ils peuvent avoir un style populiste, une critique notamment des élites de Bruxelles, mais en même temps, ce sont des gouvernements, des régimes qui ont des élites, qui ont des fondations, qui ont des universitaires. Il se trouve que dans le dernier numéro, on voit une photo d'Alain de Benoît invité à l'université, je crois, par le recteur d'une grande université, d'une grande fondation hongroise. Enfin, ce sont des gens très sérieux. Et les productions intellectuelles, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Alors, la Hongrie davantage que la Pologne, mais la Pologne surtout pas. Mais il faut reconnaître qu'en Pologne, il y a des intellectuels catholiques conservateurs qui soutiennent le régime, qui sont de grands styles, qui sont des gens avec une dimension intellectuelle, ce que, pour l'instant, Marine Le Pen n'a pas réussi à susciter, me semble-t-il. Olivier, vous pointez l'angle majeur du populisme, qui est une révolte contre les élites. Et de fait, il y a des élites contre le peuple et un peuple contre les élites. Et il y a un problème d'inscription dans la durée, d'où, en réponse à la question de Patrick, pourquoi il n'y a pas le Trumpisme n'a pas donné naissance. Il y a Ron DeSantis, certes, qui est un bébé Trump. Mais pourquoi c'est un tour de manège et après on dégage Très précisément parce qu'il y a cet angle mort de la question élitaire ou élitiste. Et la différence majeure entre le cas hongrois, qui est le plus fascinant pour moi, puisque Orban s'appuie sur quelque chose qu'il n'a pas inventé, qui a été théorisé par un néoconservateur américain d'origine pakistanaise qui s'appelle Farid Zacharias. Il a conceptualisé ce qu'il appelle l'illibéralisme, qui est au cœur du projet d'Orban. Et si Orban s'inscrit dans la durée, si le Fidesz a autant de fondations, autant d'intellectuels organiques, de journaux, dans un climat de liberté d'expression assez étonnant, puisque des amis proches de nous, comme Claude Cholet, Logim, ont été sollicités par le Fidesz pour surveiller la manière dont les élections se déroulaient en Hongrie et répondre à Soros. C'est que oui, il y a du fond. Le problème du populisme, c'est que peut-être que ça n'est qu'un style dont il faut fournir un contenu, ce que les Polonais ont fait. Ils ont droit. Effectivement, mais pour rebondir sur votre exemple de Grac qui était assez pertinent, il ne faut pas oublier que Grac s'appuie sur le peuple, mais Grac est lui-même issu de l'aristocratie. Et c'est comme aussi César, exactement. Donc, mais il me semble
que le Rassemblement national essaye de pallier ce manque avec son école de cadre qui va lancer. Donc, soyons attentifs, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour les années à venir, entre guillemets. Si on revient sur le territoire français, il y a un autre populisme qui, lui, a quasiment disparu. Alain de Benoît disait dans son livre Le moment populisme, l'erreur n'est-il pas d'avoir cru d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique qu'il y aurait, comme l'explique très bien dans son livre, un mauvais populisme qui serait xénophobe et réactionnaire, c'est-à-dire plutôt Marine Le Pen, et un bon populisme qui était progressiste et démocrate. Et ça, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, où il y a un moment où l'équipe de Mélenchon a essayé de récupérer ce populisme-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Les principaux acteurs de ce moment-là ont tous démissionné du mouvement de la France insoumise. Et ont été écartés. Certains ont démissionné, mais Kousmanovic, tous les souverainistes ont été écartés. Est-ce que le populisme de gauche peut vraiment exister ? Personnellement, je n'y crois pas. Mais de fait, à élément, peut-être que moi j'ai une position un peu isolée. Comme, en tout cas en France, le populisme a fait voler en éclats la division droite-gauche, hein, on aurait pu penser qu'il y avait des opportunités d'alliance, en particulier avec les Mélenchoniens. Ça ne s'est pas produit en 2017. La campagne était populiste. Podemos a échoué, comme échoue régulièrement le gauchisme culturel, dans une parodie de Nouveau Riche, hein, puisque Pablo Iglesias, je crois, a une piscine comme le frère de Sardine Ruisseau. C'en est énorme. Hein. Donc ça n'a pas fonctionné. Le populisme a tendance à se rabattre, même si Marine Le Pen refuse d'adopter ce clivage droite-gauche, puisqu'elle est au-delà de la droite et la gauche, hein, sur les nationalistes. Hein. François, moi, je pense que la gauche populiste existe toujours, et je ne vais pas le dire dans le bon sens du terme, sauf qu'elle a pris acte qu'il y avait un nouveau peuple et qu'il fallait séduire. Quand, je ne me rappelle plus, Hamon, vous savez, le kebab d'Hamon, il fait des clins d'œil populistes, au pire sens du terme, même d'ailleurs assez racoleurs, à ce qu'il considère comme le nouveau peuple français, c'est-à-dire celui des banlieues. Terra Nova aussi, exactement la note Terra Nova, mais comme ce peuple est quand même de plus en plus massivement présent dans certaines villes anciennement françaises, on va dire, anciennement européennes, eh bien ils vont à la recherche de ce nouveau peuple. D'ailleurs, dans les discours de Mélenchon lors de la dernière présidentielle, c'est assez éloquent. Sandrine Rousseau qui s'offusque qu'on compte les migrants dans les villes, mais que passent les gens de la France insoumise passent leur temps à compter le nombre de gens issus de l'immigration pour pouvoir adopter leur discours. Et l'adaptation, l'islamo-gauchisme, c'est à la fois une conviction pour certains d'entre eux, mais c'est aussi un opportunisme. Sur le Mélenchon, c'est fascinant parce qu'en 2017, il fait une campagne populiste. Hein, et il revendique le terme populiste. Hein, et, la personne qui lui souffle à l'oreille, c'est Chantal Mouffe. Hein. Chantal Mouffe, qui est une Belge, mais qui est un auteur une philosophe politique de haut vol, hein, épouse de Ernesto Laclau, qui est un Argentin, lui pour le coup, et un Sud-Américain où il y a un populisme populaire de gauche, là, enraciné dans le long cours, dont il n'y a aucune raison du péronisme, il n'y a aucune raison, et même antérieure, hein, il n'y a aucune raison qu'il disparaisse des écrans radar. Il échoue ce populisme-là parce que moi je rappelle ce que dit Laclau, quitte à faire le singe savant. Pour Laclau, le peuple est un signifiant vide. C'est le mot de Laclau, c'est-à-dire que le peuple s'autoconstitue en tant que peuple. Hein. Il n'a pas d'antériorité historique, il n'a pas d'antériorité ethnique, il n'a pas d'antériorité religieuse. Hein. Donc à partir de là, on peut construire un peuple à partir de rien, ce que voulait faire Mélenchon, voire un peuple d'immigrés assimilés qui, par délibération politique, hein, s'autoproclame peuple. Hein, ce qu'il a voulu faire en 2000. Mais il y a un populisme, il y a pas mal de travaux, il y a quantité de travaux sur le populisme avant le populisme. Hein. En France, il y a un proto-populisme à travers tout l'ancien régime, toutes les révoltes, ce qu'on appelait les émotions sous l'ancien régime. Hein. C'est un continent perdu, mais c'est les jacqueries, enfin les protestations. Voilà, c'est sidérant, les protestations antifiscales. Hein. Ça a toujours échoué. Dans le cas de la guerre civile romaine, les Gracques échouent. En revanche, César réussit. Le seul populiste romain, ou proto-populiste, c'est César qui réussit, mais il meurt assassiné. Et puis après, il y a l'Empire. Après, il y a un contenu à ce populisme sans contenu. Le cas des Gilets jaunes que vous citiez est caractéristique des impasses du populisme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité à faire émerger un chef, alors qu'il y a une demande, il y a une quête de chef. Hein. Il y a une tentation apolitique dans le populisme. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, on revendique un retour du populisme, hein, mais en même temps, on est un politique, hein, ce qui est aussi un des problèmes majeurs du populisme. Hein. C'est que comment devenir populisme, hein.
Néanmoins, avec toutes ces critiques, je pense qu'il faut faire le pari qu'on peut donner un contenu au populisme. En tout cas, le RN, la France périphérique, est confronté à la nécessité de donner un contenu. Sinon, il n'aura jamais de parti de pouvoir. C'était un peu le Graal à l'époque de Jérôme Sainte-Marie, qui est maintenant conseiller auprès du RN. Il pensait qu'il y avait une possibilité d'unir ces deux populismes qui étaient en train de monter du côté de la gauche de Mélenchon et du côté de Marine. Et en fait, dans l'idée du populisme, c'est pas ni droite ni gauche, c'est pas une idéologie. C'est anti-système. C'est anti-système, ouais, anti-élite, avec les défauts. Oui, moi, je voudrais revenir sur la revue Éléments en tant que telle. Donc, le numéro qui est toujours en kiosque, je crois, le numéro récent, on a donc les 36 portraits qu'a fait Rodolphe des youtubeurs, qui peuvent apparaître, c'est pour faire un petit peu écho. Donc le numéro actuel qu'on peut se procurer, pour faire un petit peu écho, donc on les a oubliés d'ailleurs, à ce populisme numérique en fait. On aurait très bien pu parler donc dans le numéro 2.0. On l'a fait d'ailleurs. Oui, très bien, c'est très bien, je le rappelle. Donc ce numéro d'il y a 4 ans, je voudrais juste dire que c'est un numéro, le numéro 177, si je ne me trompe pas, que nos auditeurs et nos lecteurs, je les encourage à acheter vivement, parce que le dossier, donc, voilà, les 36 familles populisme est absolument désopilant. C'est absolument désopilant. On ne fait pas que de l'humour, mais on a inventé toute une sorte... Alors, il y a toute une liste de populismes. Alors, le populisme social, l'ethnopopulisme, on est débordé sur les populismes des dictateurs africains, le populisme sportif. Et ce sont des portraits avec à chaque fois une référence sur des livres, des films, des citations, des chansons, qui est un panel, un panorama absolument désopilant. Alors, ça n'est pas que de l'humour, mais il faut vraiment que tout le monde relise ce dossier d'éléments 77, achetez-le parce que vraiment c'est un petit bijou, voilà. Et effectivement les 36 youtubeurs qu'on peut se procurer maintenant. Et dire une phrase de Benoît sur les gilets jaunes, qui me semble résumer la grandeur et la misère du populisme. À propos des gilets jaunes, il dit que c'est le peuple destituant et que ça n'est pas encore le peuple constituant. C'est l'impasse, je trouve, principale du populisme. C'est comment devenir... C'est un dégagisme. Moi, je reprends la formule. Vous savez qu'en Italie, Pepe Grillo, qui était un humoriste, qui était le Coluche italien, avait fait le VD, donc le jour du V, du vafanculisme. Donc c'est très parlant, le vafanculisme. Oh, mais voilà, mais cela étant dit, c'est très parlant. C'est aussi une des définitions du populisme. Le populisme est un dégagisme d'abord. Ce qui est une très bonne chose. Il faut dégager. Il faut nettoyer les écuries d'Augias, il faut faire le ménage. Mais après, une fois qu'on a fait le ménage, il faut qu'on soit positif, constructif, et qu'on ait du contenu. C'est tout l'enjeu pour nous, en tout cas pour les populistes français, moi j'en suis un, c'est tout l'enjeu des années qui viennent, c'est donner de l'épaisseur à... Pour rebondir sur ce que dit François, c'est qu'il y a, moi je suis plutôt un littéraire comme toi, François d'ailleurs, même si maintenant tu es aussi sociologue et aussi politiste. Moi je suis davantage un littéraire, mais je trouve que l'exemple d'un certain nombre de grands écrivains européens du XIXe siècle est excellent. Je pense qu'il n'y a pas de grande littérature sans avoir cet enracinement dans le terreau ethnoculturel de son pays. Pourquoi Dickens, pourquoi Tolstoï, pourquoi Victor Hugo, Vallès sont grands? C'est parce qu'ils sont à la fois l'élite, ils sont à la fois ces bacheliers qui apprenaient le grec et le latin comme Vallès, et en même temps ils ont les pieds enracinés, peut-être moins pour Hugo, mais enfin Hugo c'est océanique et de fait il l'a aussi, ou Peggy, ils ont les pieds ou Michelet, on va pas tous les citer, mais ils ont les pieds enracinés dans ce terreau, dans cette longue mémoire. Les populistes malheureusement n'ont pas forcément le pied enraciné dans cette longue mémoire culturelle et civilisationnelle, ils sont dans la réaction. Et justifié d'ailleurs, la volonté de nettoyer les écuries d'Augias. Et malheureusement, les élites, à partir du XXe siècle, se sont détachées du peuple pour devenir des élites purement cérébrales. Et je pense qu'il faut trouver peut-être cette nouvelle dialectique, cette nouvelle fusion entre l'esprit populaire, l'enracinement et évidemment le contenu. Enfin, avoir du contenu et la vision. La question des élites, puisqu'un des grands théoriciens du populisme, qui nourrit de Benoît, qui nourrit Michéa, qui nourrit Guy Lui, c'est Christopher Lasch, qui vient de la gauche marxiste américaine, et qui peu à peu s'est réapproprié ses racines populaires, très petites bourgeoises, très poujadistes. Il fait un éloge de la petite épicerie noire dans le sud américain, et la manière dont Martin Luther King a pu structurer un mouvement
ce qui n'était pas le cas dans le Nord, à Détroit, où Malcolm X va échouer, parce que ça c'est le gangsta rap, c'est la violence, c'est la colère et le ressentiment. Il montre comment le petit peuple poujadiste noir va pouvoir se structurer en tant que peuple et produire un populisme constructif et positif. C'est ce vers quoi on doit se diriger. Et Lasch a fait un bouquin remarquable, mais en même temps pour nous qui a un concert d'impuissance, qu'il a appelé, qui est un chef-d'œuvre et un best-seller. C'est le sol de paradis sur la question du populisme, mais c'est la révolte des élites. Pour recouper ce que vous êtes en train de dire, si les élites, qu'est-ce que nous pouvons faire nous, peuple, sans avoir une élite, c'est-à-dire une élite qui est prêt à prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'expérience de pouvoir. Moi, j'ai toujours en tête plein de travaux sur les droites radicales depuis une cinquantaine d'années. C'est que on a une culture plutôt du chef providentiel, un certain goût pour l'autorité, quoi. Mais nous sommes existentiellement anarchistes. Parce que depuis 50 ans, on n'a jamais eu l'occasion d'exercer le pouvoir. On va voir les copains, ouais, donc nous aussi, on doit s'interroger sur nos propres impasses. Il y a eu aussi une impasse, enfin pas une impasse, mais une chose qui est très marrante entre les deux dossiers, que je remonte là, parce qu'en fait c'est marrant à quelques années près, ces deux-là, c'est que si on reprend les premiers qui ont parlé de ce populisme, que ça soit Alain de Benoît ou que ça soit Jean-Claude Michéa, ils se basent aussi sur des auteurs intellectuels, je pense à Michéa et Orwell. Quand on voit les familles youtubeurs et quand on voit les familles de populisme, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de points communs, et c'est cette Amérique populiste qui est en place. C'est-à-dire que culturellement, idéologiquement, on se sent plus proche d'un Donald Trump que d'un dirigeant européen populiste. C'est cette Amérique qui a plu aussi et qu'on retrouve. C'est très marrant parce que dans les familles populistes, il y en a plein des familles populistes américaines. V2 ou je sais plus quoi. Rodolphe, comment vous le voyez? On pourrait dire exactement la même chose vu du camp d'en face, du camp de l'ennemi, parce que si je reprends les paroles de Raphaël Glucksmann, lui-même s'affirmait plus proche d'un bourgeois habitant à Munich, à New York ou à Washington que des gens habitant en Dordogne ou en Sologne. Là aussi, c'est assez représentatif de ce que vous dites. Et effectivement, on peut retrouver à travers prenons l'Occident de manière générale, plus de rapprochement entre un habitant de la classe moyenne, voire populaire d'Angleterre, de France et même des États-Unis, que par rapport à leurs propres élites de leur propre pays. C'est vrai qu'il y a c'est pour reprendre les thèses de Jérôme Sainte-Marie, il y a vraiment la formation d'un bloc identitaire étanche au bloc populaire de plus en plus. Qui est également étanche. Exactement. Ouais. Mais moi, je pense par contre que pour le phénomène populiste, faut l'appréhender comme un phénomène de pompe. Il y a Alexandre Dorna, qui est un intellectuel que peu personne... Exactement, qui a produit toute une œuvre sur la notion de populisme. Et en fait, il faut attendre cette notion de déglaciation des passions. Les Gilets jaunes, le mouvement part à cause d'une hausse de l'essence, il me semble, du carburant, exactement. Des taxes sur le diesel. Donc là, moi, je pense que la pompe est en train de se recharger. Et attendons l'explosion. Et par contre, cette fois, c'est, comme nous disait très bien François, c'est à nous d'essayer de nous emparer le mouvement le plus rapidement possible. Et de le rendre positif. Et de le structurer. Pardonnez, je monopolise, mais moi je trouve le seul philosophe intéressant sur le populisme, il n'en parle pas et pour cause personne n'en parle, c'est Aristote, parce qu'il nous donne la racine de la protestation populaire, c'est le seul. Aristote est le seul à dire qu'il est plus facile de corrompre une élite que de corrompre le grand nombre. Alors évidemment, c'est un libéral avant l'heure, Aristote, il cherche un régime hybride avec un peu d'aristocratie, un peu de démocratie, mais il n'empêche, sur le populisme, il nous donne, moi je trouve, la clé du vote de défiance, sur le dégagisme, et sur un peuple destituant. C'est le phénomène de la colère. Aristote est aussi le penseur des passions. Il y a une passion politique, nous dit-il, c'est la colère. Et la colère est légitime, pour peu qu'elle soit pas trop violente, pour peu qu'elle soit pas exubérante, pour peu qu'elle ne bascule pas dans le ressentiment. Et au cœur du populisme, il y a une colère légitime. C'est pour ça qu'il ne peut pas mourir. Ça n'est pas possible que ça meure. Si on veut simplement qu'il y ait une alternance de populisme et de social-démocratie ou d'alliance
type macronienne, hein, bah faisons comme Trump, hein, c'est-à-dire faisons le clown. Hein. Mais si on veut que ça dure, faisons comme Orban. Hein. Orban, pour nous, doit être un modèle. Hein. Moi, j'aimerais que le RN ou d'autres hein, s'emparent de cette thématique illibérale, hein, pour montrer que le cœur de la démocratie, c'est l'illibéralisme. Hein. Qu'il y a une captation des libéraux sur la démocratie depuis 250 ans, puisqu'ils ont inventé la démocratie dite participative, hein, mais où il y a un livre de je ne sais quel homme politique français où le souverain a été confisqué. Le souverain, c'est le peuple. Hein. Donc, remettons-le au centre de la table. Hein. Mais genre, c'est... Il nous reste une petite minute. La question taboue dans le populisme, c'est, et j'ai retrouvé ça dans l'entretien qu'il y a eu du numéro 177 entre Jacques Nikonov et Jean-Yves Le Gallou. Et Jacques Nikonov dit quelque chose, et pour quelqu'un de gauche, enfin, si ses camarades considèrent qu'il est encore de gauche, Jacques Nikonov disait « Considérer qu'il faut mettre un terme à l'immigration économique est une prise de position politique et non un acte raciste ». J'ai l'impression que là-dessus, la gauche, et une partie de l'élite chez nous a reculé et est revenu à des positions de gauche progressiste. Et est-ce que ça ne fait pas reculer quelque part l'idée populiste de ne plus parler de ce sujet-là? En tout cas, à gauche, je ne sais pas si ces messieurs veulent répondre. Je pense que la gauche, notamment la gauche franc-insoumise, NUPS, je ne sais pas comment l'appeler, de fait est dépendante maintenant de son électorat, je suis désolé de le dire, et qu'elle ne peut plus avancer des thèses plus ou moins critiques de l'immigration telles que pouvait les porter encore Mélenchon en 2017. Aujourd'hui, c'est un tabou absolu. Il suffit d'ailleurs de voir l'hystérie et l'énervement que ce sujet provoque chez eux. Quand même une nuance, hein, c'est que le rapport Terranova qui sort en 2011 en France a eu un précédent aux États-Unis par deux politologues démocrates, 2003-2004, hein, qui annonçaient des très beaux jours pour les démocrates hein, et la fin des républicains, le grand All Party allait disparaître. Hein. Et Ron DeSantis en Floride nous montre que ça marche pas comme ça. C'est que Ron DeSantis en Floride, où il y a une migration latino massive, hein, il fait 60%, 65% chez les latinos. Donc je ne dis pas que les électeurs musulmans voteront pour Marine Le Pen, ce sont des catholiques, les latinos. Pour autant, ils font l'objet du même rejet de la part des Américains que nous pour l'électorat musulman. Mais c'est moins évident que ça, puisque vraiment, ce rapport Terranova a été autorisé par les Américains. Et les démocrates, ça marche pas. Ça marchait pour Obama, et après, il y a Trump. Hein. Et peut-être que demain, il y aura Ron DeSantis. Hein. Voilà, comme on dit, on va résumer, c'est parfois plus compliqué que ça. Donc, ça, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le commander encore en papier sur le site d'Éléments. Ça va être compliqué parce que c'était notre cher ami Pierre-Guillaume Deroux qui l'avait publié. Vous devez peut-être à la Nouvelle Librairie en trouver quelques exemplaires. C'est le moment populiste. Il en reste, François, il en reste plein. Donc, allez-y. C'est vraiment le livre de référence. En tout cas, nous, on se retrouve dans 2 mois et dans 1 mois, vous retrouvez bien sûr le plus d'éléments. Bonjour chez vous.